Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique dans lequel nous vous présenterons un nouveau dispositif d'apprentissage diffusé sur Bismart, Smart Invest. Nous aurons pour cela le plaisir de recevoir dans Smart Patrimoine Valérie Khalifa, directrice marketing France chez eToro, qui s'associe au dispositif d'apprentissage proposé sur Bismart. Vous en saurez plus dans un instant. Avant d'entamer Enjeu Patrimoine dans Smart Patrimoine, toujours Enjeu Patrimoine consacré aux enjeux des CGP sur cette année 2022 et notamment en matière de réforme du courtage bloqué actuellement en septembre 2022, mais aussi les inquiétudes des courtiers en matière de taux d'usure et de manière plus générale les défis qui concernent les CGP d'ici la fin de l'année. Nous aurons pour cela le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Nicolas Ducrot, le délégué général de la CNCGP. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons tout de suite avec patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré à Smart Invest. Smart Invest, ce nouveau programme d'apprentissage diffusé sur Bismart pour permettre à tous d'obtenir quelques clés pour comprendre comment réaliser ses premiers pas sur les marchés financiers. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir en duplex dans Smart Patrimoine Valérie Khalifa, directrice marketing France chez eToro. Bonjour Valérie Khalifa. Bonjour Nicolas, merci de me recevoir au sein de Smart Patrimoine. On est ravis de vous recevoir dans l'émission et on va évoquer ensemble Smart Invest puisque eToro est partenaire de Bismart sur ce programme d'apprentissage. Alors on va en parler en détail, mais pour en dire un mot, c'est un programme d'apprentissage qui permet finalement en fait de faire ses premiers pas en bourse ou sur les marchés financiers avec plusieurs déclinaisons, audiovisuelles et digitales que l'on pourra retrouver sur Bismart pour permettre à toutes et tous de suivre et d'apprendre à investir sur les marchés financiers. Avant de rentrer dans le détail de ce dispositif Smart Invest, une question, Valérie Khalifa, donc eToro est une plateforme de trading en ligne. Est-ce que vous constatez une évolution des besoins de pédagogie financière ou des connaissances en matière de bourse des épargnants, Valérie ? Alors, ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a un besoin criant de la part des utilisateurs existants ou potentiels de reprendre le contrôle sur leurs ressources financières. Les gens souhaitent investir, souhaitent comprendre ce qui se passe sur leur marché et un petit peu moins déléguer ça à des intermédiaires. Donc ça, c'est très clair. Mais une fois qu'on a dit ça, beaucoup de personnes pensent que c'est pas fait pour eux, qu'ils n'ont pas les connaissances nécessaires, comme si c'était quelque chose qui était fatal, ce qui n'est pas le cas. Donc oui, il faut des connaissances pour investir. On n'investit pas sans connaissances, mais on peut acquérir ces connaissances et cette formation. On voit dans toutes les études qu'on fait, que ce soit des études sociétales ou les études auprès de nos utilisateurs, que le besoin de connaissances est très important. Et je dois dire aussi que ce qu'on sait, c'est que c'est un petit raté dans nos cursus académiques où les finances personnelles sont très très peu abordées. Donc oui, le besoin est criant. Et beaucoup de personnes maintenant s'attellent à augmenter et à améliorer ces connaissances des investisseurs particuliers. Est-ce que les investisseurs ont conscience de ce besoin d'améliorer leurs connaissances selon vous ? Oui, tout à fait. Je dirais encore plus cette année. Nous sommes dans une situation de marché tendu, pour le dire par euphémisme. Donc, il y a eu un engouement dans la période Covid pour les marchés. C'est un sujet qui était devenu extrêmement mainstream. Tout le monde parlait du fait que les gens étaient à la maison, qu'ils avaient besoin de s'investir dans quelque chose. Je ne parle pas seulement d'investir financièrement, mais de s'investir dans quelque chose. Et effectivement, la connaissance dans les marchés a été un des sujets de prédilection. Et les gens sont bien conscients, et encore plus dans cette période, que ça ne peut pas se faire comme ça, juste au coup de cœur, qu'il faut avoir une approche. Ça peut être une approche technique, une approche financière ou même une approche de gouvernance, mais qu'il faut des connaissances. Et oui, les gens sont conscients de cela.
Alors, Valérie, Bismart lance ce programme Smart Invest. Donc, ce programme se décline en deux parties. Ce sera une émission une fois par mois dédiée à l'investissement sur les marchés financiers. On viendra vraiment sur les bases, sur les premiers pas en bourse des investisseurs avec différentes typologies de contenu. On parlera autant de choix de valeurs que d'analyse technique. Et pour animer finalement ce rendez-vous mois après mois en audiovisuel, mais aussi sur le digital, il y a un programme d'apprentissage qui concernera 4 participants qui découvriront mois après mois les marchés financiers, les connaissances à avoir pour investir, et on pourra suivre leur choix, pas sous un angle de performance, mais plus réellement d'application, de compréhension de la pédagogie qu'on aura pu donner. Et eToro s'associe au dispositif avec Bismart. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de s'associer à ce dispositif, Valérie ? Alors, c'était extrêmement logique et naturel pour nous de s'inscrire dans ce partenariat. eToro, aujourd'hui, c'est une plateforme qui propose ses services auprès de 27 millions d'utilisateurs et qui a emprunté aux réseaux sociaux leurs principales fonctionnalités. Donc, ces utilisateurs peuvent partager leur stratégie d'investissement et les utilisateurs peuvent également copier les stratégies d'investissement des meilleurs investisseurs sur la plateforme. Aujourd'hui, nous proposons déjà des ressources pédagogiques. Nous proposons des webinaires, nous proposons des spaces sur Twitter. Nous avons une trading academy où beaucoup de ressources sont en partage totalement gratuites, que ce soit des ressources d'analyse de marché ou de tutos sur la plateforme. Et nous avions à cœur de faire quelque chose qui soit vivant. Et c'est pour ça que d'avoir ces 4 personnes qui vont incarner ce programme et dont on va pouvoir suivre la progression nous semblait extrêmement intéressant. Alors, un mot maintenant sur... on va parler dans ce nouveau format de premiers pas sur les marchés financiers. Et il y a quand même une question qui revient régulièrement. On voit effectivement une volonté des épargnants d'intégrer des investissements en lien avec leurs valeurs. On voit des épargnants ou des employés aller rejoindre des entreprises en lien avec leurs valeurs. On en vient du coup à se poser la question sur les marchés financiers si les nouvelles générations, ou en tout cas ces nouvelles contraintes d'investissement qu'on se met, font qu'on irait sur les marchés financiers seulement pour la performance. Est-ce que vous constatez une évolution sur le sujet dans vos échanges avec les épargnants ou peut-être dans les comportements que vous pouvez constater sur la plateforme ? Alors, je crois qu'il a été récemment dit au cours d'une étude que $1 sur 3 aujourd'hui était investi dans des entreprises qui étaient vertueuses en termes de critères ESG, donc environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Donc la tendance est là. Et elle n'est pas contradictoire finalement avec des performances financières, parce qu'on peut se dire qu'une entreprise qui est dite plus durable sera aussi plus durable dans le temps et performera de façon plus optimale financièrement. Donc ces 2 critères sont plutôt alignés. Et effectivement, il y a une appétence des personnes pour investir dans ce genre d'entreprise. eToro va proposer justement la notation ESG. On pourra, sur un ensemble de 2700 actifs, voir la notation numérique sur chacun des 3 critères qui donneront lieu à une signalisation, si j'ose dire, de couleur, pour dire si l'entreprise est plus ou moins vertueuse. Mais effectivement, les gens investissent selon plusieurs approches. Ça peut être des techniques, on va dire, sans affect, des approches techniques sans affect, mais ça peut être aussi investir dans les produits qu'on utilise parce qu'on les connaît mieux. Bien sûr. Ou des industries qui nous intéressent. On vit un monde quand même assez intéressant et révolutionnaire en termes de technologie. Et donc cette approche-là fait qu'on a envie de mieux comprendre quelles sont les gouvernances, comment les choses se passent en interne et quel est l'impact de ces différentes entreprises sur nos sociétés. Donc, vous constatez quand même une évolution là où, j'ai envie de dire, il y a quelques années, il y a 10 ou 15 ans, on allait en bourse en tant que particulier avant tout pour de la performance financière. Ça n'est plus aujourd'hui le seul critère qui pousse à investir. Effectivement, le fait d'avoir les critères ESG, ce sont des critères qui ne sont pas pris en compte aujourd'hui dans les notations financières ou dans les analyses financières. Et ça permet de compléter, et dans une optique finalement de décision plus éduquée pour les épargnants, eh bien, ça permet de rejoindre des objectifs de rentabilité financière, certes, mais en restant en accord avec ses valeurs et ses souhaits.
Alors un mot quand même, donc je parlais de ce dispositif Smart Invest, on l'a évoqué ensemble. Il y a des grands rendez-vous, on va en parler ensemble. Ce sera l'occasion de se retrouver du coup sur cette thématique d'investissement sur les marchés financiers. On peut peut-être en donner quelques-uns. Valérie, déjà, il y aura un rendez-vous une fois par mois sur Bismart avec une émission dédiée aux premiers pas sur les marchés financiers. Ça n'est qu'un des rendez-vous proposés avec le dispositif. Oui, alors effectivement, on a essayé de construire ce dispositif en s'écartant de la théorie qu'on a l'habitude d'entendre et en se mettant à la place d'un utilisateur novice. Donc, on aborde ça finalement dans le même ordre qu'un utilisateur qui devrait investir et commencer à bâtir un portefeuille. Donc, toutes ces étapes-là seront abordées au cours des 6 mois et de façon transverse. On aura l'occasion effectivement de parler de différentes industries lors de ces émissions. Il y aura beaucoup d'intervenants de l'écosystème, que ce soit des journalistes, des économistes, et ça promet d'être effectivement assez intéressant et surtout didactique et pragmatique, je dirais. Voilà, donc avec cet objectif toujours d'apprendre à faire ses premiers pas sur les marchés financiers. Quand on parlait des 4 participants, on pourra suivre donc leur portefeuille. Dans le contexte actuel, Valérie Khalifa, quelles sont les raisons qui peuvent pousser des épargnants à aller sur les marchés financiers? Ce n'est pas le seul moyen de réaliser des investissements aujourd'hui. Pour quelles raisons on va sur les marchés financiers aujourd'hui? On va sur les marchés financiers. Alors, je dirais déjà ce que je disais en introduction, c'est qu'il y a une volonté de reprendre le contrôle. Je déteste ce mot, mais oui, il y a une ubérisation de nos sociétés où chacun finalement se passe d'intermédiaire. Donc, les utilisateurs ont à cœur de reprendre le contrôle. Mais il y a aussi de s'investir au sens de pouvoir investir quand on n'est pas professionnellement dans une industrie. On peut être dans une industrie et avoir des appétences pour d'autres industries. Et le fait d'investir sur les marchés boursiers, dans des marques ou dans des services que l'on connaît ou que l'on connaît moins. Je prends l'exemple, chez nous, on a un portfolio sur les technologies CRISP, par exemple. Investir dans ces technologies, c'est une façon d'apprendre et d'en savoir plus finalement sur ce qui nous entoure. Donc il y a évidemment des objectifs de rentabilité financière, que ce soit en valeur ou en dividende, mais il y a aussi une volonté de savoir plus de choses et c'est une bonne façon d'améliorer ses connaissances et de venir directement sur les marchés financiers. eToro, c'est une plateforme sociale et on voit énormément d'échanges sur notre plateforme au sein de la communauté des utilisateurs qui peuvent se faire en toutes les langues d'ailleurs puisque c'est traduit, mais il y a un véritable engouement et enthousiasme sur le fait d'investir directement sur les marchés. Un mot rapide également, Valérie Khalifa, sur il y a effectivement les investissements sur les marchés actions, marchés obligataires, et puis il y a les crypto-monnaies. eToro a obtenu son enregistrement PSAN récemment. Est-ce que ça va changer quelque chose pour l'activité de la plateforme eToro sur le sol français ? Oui, bien sûr. D'abord, ça montre que nous fonctionnons et que nous travaillons main dans la main avec les régulations locales, en France comme ailleurs, mais aujourd'hui je parle de la France. Et deuxièmement, de façon très concrète, ça permet à eToro de proposer aux investisseurs d'investir directement dans les crypto-monnaies. Nous proposons aujourd'hui près d'une centaine de crypto-actifs et nous sommes très fiers de pouvoir faire cette proposition à nos utilisateurs. Merci beaucoup Valérie Khalifa d'avoir été avec nous dans Smart Patrimoine pour présenter donc ce dispositif Smart Invest que vous retrouverez très prochainement à l'antenne de Bismart. Valérie Khalifa, je rappelle que vous êtes directrice marketing France chez eToro. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un Enjeu Patrimoine où nous avons le plaisir de recevoir Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP, avec qui nous allons ensemble faire un point de rentrée sur les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine en ce mois de septembre 2022. Bonjour Nicolas Ducrot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, donc délégué général de la CNCGP, Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. On va voir un petit peu avec vous quels sont les enjeux pour vous de cette rentrée. Moi j'en ai quand même identifié un, c'est cette réforme du courtage, pour laquelle un certain nombre de grandes associations de CGP se préparent depuis plusieurs mois, qui est actuellement bloquée devant le Conseil constitutionnel. Vous allez nous rappeler les faits mieux que je ne le ferai, mais une association, l'Association nationale des conseils diplômés en gestion de patrimoine, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel, assorti de ce qu'on appelle une QPC, question prioritaire de constitutionnalité. Et aujourd'hui, tout est bloqué en attente de savoir si la réforme du courtage continue comme elle avait commencé ou si elle pouvait venir à être mise en cause.
Oui, tout à fait, Nicolas. Vous avez très bien décrit le sujet. Alors peut-être pour revenir un petit peu sur les fondements de cette réforme, l'objectif avec la création d'associations de courtiers en assurance et en crédit, c'était d'organiser l'univers du courtage un petit peu comme ce qu'il existe au niveau des conseillers en investissement financier. Bien sûr, qui doivent adhérer à une association professionnelle. C'est ça, il y a une obligation d'adhérer à une association professionnelle et il y a ce qu'on pourrait appeler une autorégulation du secteur ou un autocontrôle dans le secteur par les associations vis-à-vis des CGP. Oui, alors c'est une bonne remarque parce qu'en fait, au niveau des conseillers en investissement financier, donc déjà, nous, en tant que CNCGP, nous sommes association agréée. Nous avons un agrément qui nous est délivré et revu de manière régulière par l'autorité des marchés financiers. Et à ce titre-là, nous sommes amenés à aller contrôler nos adhérents pour nous assurer qu'ils effectuent leur devoir de conseil comme ils doivent le faire au regard des directives européennes et de la réglementation française. Voilà. Au niveau de la réforme du courtage, c'est... Donc ça, c'était avant même réforme du courtage. Exactement. D'accord, c'était une sorte de gage de qualité des CGP adhérents, par exemple. Ça c'est pour les conseillers en investissement financier. Pardon, les CIF, oui. Voilà. Et pas les CGP, soyons précis, bien sûr. Tout à fait. Et l'idée du législateur, ça a été d'aligner ce dispositif sur celui du courtier, avec une différence de taille qui implique que ce nouveau régime est beaucoup plus souple que celui qui existe pour les CIF. C'est que les associations qui sont agréées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR, n'auront pas à aller contrôler leurs adhérents sur justement les aspects liés à l'exercice de leur devoir de conseil. Donc en fait, ces associations de courtage, elles sont beaucoup plus souples dans leur gestion, on va dire ça comme ça, et leur mission véritablement, c'est de suivre et d'accompagner leurs adhérents sur tout simplement la question de savoir s'ils ont suivi les bonnes formations, puisque en matière d'assurance, chaque courtier en assurance doit suivre 15 heures de formation par an, et jusqu'à présent, la CPR n'avait pas les moyens véritablement de contrôler que cette mission était véritablement suivie par les adhérents. Donc cette réforme du courtage, ce qu'elle a amené, puis après on va venir effectivement sur le sujet du blocage, c'est de dire il y a une obligation d'adhésion des courtiers à des associations réglementées qui ont été choisies, qui ont fait ce travail-là, de proposer ensuite la formation, et ça permet de se dire quelque part, à partir du moment où il est adhérent à l'association a tout mis en œuvre pour qu'il soit formé. Voilà, il n'y a pas de contrôle, mais en tout cas tout est mis en œuvre pour qu'il soit formé. Attention, la formation c'est un exemple, mais l'idée c'est de suivre, d'accompagner, d'expliquer aux courtiers qui ne disposeraient pas de structure de médiation qu'il doit avoir et mettre au profit de son client. Bien sûr, oui. un système de médiateur, voilà, parce que là aussi c'est très compliqué de savoir exactement qui dispose d'un médiateur alors que c'est une obligation réglementaire. Voilà, ça fait partie de ce genre de missions qui sont jusqu'à présent confiées aux associations. Et puis aussi l'objectif c'est de bien s'assurer que lorsqu'il rentre dans le marché du courtage, eh bien l'intermédiaire dispose de la capacité, de l'honorabilité nécessaire à l'exercice de son activité. Et ça, c'est aussi très important, en tout cas vis-à-vis du consommateur, dont ça ne peut être qu'une garantie supplémentaire par rapport à ce qui existait déjà en France. Aujourd'hui, donc, ce sujet réforme du courtage est bloqué en partie, puisque ce que vous décrivez est vrai pour tous les nouveaux arrivants dans le métier. En revanche, pour ceux qui, du coup, avaient déjà un exercice, avaient déjà un numéro ORIAS, mais devaient adhérer à une association en 2023, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, absolument. Pour le coup, ça pourrait être remis en cause avec la question prioritaire de constitutionnalité qui a été soulevée par l'ANCDGP. Oui, disons qu'on est suspendu à la décision qui va être prise par le Conseil constitutionnel, puisqu'effectivement, cette décision pourrait avoir une incidence pour la réforme, en tout cas ce qui va concerner les adhérents qui vont rejoindre les associations le 1er janvier prochain, mais ça pourrait aussi concerner ceux qui se sont déjà immatriculés dans les associations. Donc l'incidence, elle est importante. On demeure suspendu donc à la réponse qui va être donnée par le Conseil constitutionnel. Mais pardon, mais je pose la question parce que moi, cette réforme du courtage, j'en entends parler depuis des mois maintenant. Alors effectivement, les associations qui en parlent sont celles qui se préparaient, pas celles sont celles qui avaient été sélectionnées. Mais là, on a l'impression que c'est au moment où ça devait rentrer en application que d'un coup d'un seul, tout est bloqué et que l'État, le Conseil constitutionnel, pourrait se poser la question de savoir si finalement on va au bout ou pas. Alors, effectivement, vous avez raison, c'est un vrai sujet, puisque nous, à la Chambre, ça fait plus de 4 ans qu'on travaille sur cette réforme. On a travaillé avec le ministère,
ministères, le ministère des Finances, avec la Direction générale du Trésor. On a fait l'objet d'un agrément de la part de la CPR qui est venu contrôler l'ensemble de nos procédures, l'ensemble des dispositifs qui étaient mis en place pour respecter ce qu'avait élaboré le législateur et puis aussi le pouvoir réglementaire. Donc, on est confiant dans la mesure où on s'est conformé à l'ensemble des attentes et ce qui était attendu de la part des associations. En revanche, c'est vrai que ce dispositif de la QPC, il existe depuis une dizaine d'années. C'est la première fois qu'il touche le secteur, notre secteur. Donc effectivement, on a une attente du résultat. Il y a un risque de voir cette réforme abandonnée à la suite d'une décision du Conseil constitutionnel ? Eh bien, c'est le sujet du moment, puisqu'on ne peut pas exclure la probabilité d'une sanction totale, mais on ne peut pas exclure non plus l'éventualité d'une sanction partielle. Et on peut aussi, le Conseil constitutionnel pourrait très bien être amené à valider le dispositif dans sa totalité. Et donc là, ça aurait été une absence des difficultés pour nous pendant quelques temps, le temps de voir justement quelle serait cette solution. On ne va pas rentrer dans le détail juridique des échanges, puisqu'il y a d'autres sujets qu'on va traiter ensemble, mais pour quelles raisons le Conseil constitutionnel pourrait décider d'abandonner cette réforme du courtage ? Bien, disons que le Conseil constitutionnel a été sollicité sur un ensemble de points assez large, on va dire, qui concerne à la fois les acteurs qui exercent en LPS, les acteurs qui étaient exclus de la réforme. LPS, c'est en indépendant, c'est ça ? Non, pas du tout. En LPS, ça veut dire que ce sont des acteurs qui sont situés à l'étranger et qui viennent exercer en France par le biais de la libre prestation de services. Et puis aussi, il y a des points qui, selon moi, seraient beaucoup plus délicats à remettre en cause par le Conseil constitutionnel, mais c'est juste mon avis. C'est ce qui concerne notamment l'indépendance et l'impartialité des associations, puisque tout a été fait pour qu'il y ait vraiment une muraille de Chine, ce qui nous a été dit et longuement répété de la part de la CPR, pour que les salariés des associations n'aient pas de lien avec les administrateurs de l'association en ce qui concerne la gestion des dossiers des nouveaux adhérents courtiers en assurance et en crédit. Parce qu'il faut rappeler aussi qu'à la base, le principe de l'association, c'est une équipe de salariés, des permanents, qui travaillent avec des administrateurs qui sont tous professionnels. Dans notre cas, ils sont tous conseillers en gestion de patrimoine. Donc voilà, il y a eu cette crainte. Mais une fois de plus, c'est un travail qui a été fait dans la durée avec le Trésor et la CPR pour éviter justement que le dispositif soit remis en cause. Et il y a aussi un point qui est que la réforme, elle a attaqué sur les contraintes que cela pose aux intermédiaires en termes de sanctions. Parce qu'il est dit justement qu'une association qui viendrait sanctionner un adhérent, cette décision pourra avoir comme incidence que cet adhérent perde sa capacité à exercer, alors que, en fait, il pourra toujours faire un recours contre cette décision, et puis surtout, il sera libre d'aller dans une autre association. On a une date de décision définitive du Conseil constitutionnel ? Dans le courant du mois d'octobre, donc pour l'instant, on ne sait pas trop. On imagine que ce sera début octobre, mais certains disent aussi que ça pourrait durer jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc on est vraiment dans l'expectative à ce niveau-là. On va suivre donc ce sujet d'ici la fin du mois d'octobre. On parle de courtage, un mot rapide. C'est un sujet qu'on traite beaucoup dans Smart Patrimoine, mais c'est intéressant d'avoir votre vision d'association représentative donc de cette activité des CGP, mais donc également aussi des IOBSP et donc des courtiers. C'est le sujet du taux d'usure qui bloquerait un certain nombre de crédits. Plusieurs courtiers estiment que ça pourrait bloquer jusqu'à 45% des dossiers qui seraient retoqués par les banques à cause de ce taux d'usure. François Villeroy de Galhau estime que ce chiffre est largement surestimé et qu'il n'y a pas, entre guillemets, si je résume un petit peu sa prise de parole en fin de semaine dernière, qu'il n'y a pas vraiment de sujet aujourd'hui sur le crédit immobilier. C'est un sujet qui inquiète vos adhérents, ça, aujourd'hui ? Alors, peut-être un mot sur la composition des adhérents au niveau de la CNCGP. Nous, comme vous le savez, il n'y a pas de représentation, ou en tout cas de définition précise de ce qu'est un conseiller en gestion de patrimoine. On considère que le CGP, quand il vient à la Chambre, c'est parce qu'il dispose des statuts qui sont nécessaires à l'exercice de son activité. Donc ça va être le statut de CIF, de conseiller financier, dont on a parlé tout à l'heure, le statut d'intermédiaire en assurance, d'intermédiaire en crédit, et aussi on considère qu'il doit disposer de la carte T pour intervenir sur des opérations immobilières. Donc il y a peut-être une inquiétude. Alors voilà, d'une partie d'entre eux. Tout ça, en résumé, tout ça pour dire que ça constitue une part de l'activité de nos adhérents, mais ce n'est pas l'ensemble de l'activité. Donc
dans la mesure où nous sommes agréés en qualité d'association représentative des intermédiaires du crédit, effectivement, nous sommes intervenus avec d'autres associations pour mener une enquête, sonder nos adhérents, voir où étaient les difficultés, sur quel point ils pouvaient rencontrer des problèmes. Et c'est la raison, et ce qui nous a amené plutôt à communiquer sur ces sujets au début du mois d'août. Voilà, pour matérialiser le fait que pour certains, il y a vraiment des difficultés et qu'une solution pourrait peut-être intervenir pour revenir, pourquoi pas, sur les conditions d'élaboration du taux d'usure, ou en tout cas au niveau de l'appréciation de ce taux d'usure par les consommateurs, par exemple. Nicolas Ducrot, on est dans une séquence qui s'appelle Enjeux patrimoine. Quels sont, selon le délégué général de la CNCGP, les grands enjeux qu'on n'aurait pas évoqués pour cette fin d'année en ce qui concerne le secteur de la gestion de patrimoine? Alors, on est vraiment à une époque charnière au niveau de la gestion de patrimoine, parce qu'on voit émerger des cabinets qui avaient une taille importante jusqu'à présent, qui ont décidé de se structurer, qui ont fait appel à des fonds d'investissement, qui sont en train de constituer des champions de l'économie de la gestion de patrimoine, champions d'aujourd'hui et également de demain. Ce qui est intéressant aussi à la Chambre, c'est qu'on voit à côté de ces structure importante se crée. On voit beaucoup de nouveaux adhérents nous rejoindre. Donc, on entend dire des fois, mais est-ce que la consolidation, c'est pas remettre en cause? Non, il y a autant de façons de faire. Vous voyez de nouveaux CGP arriver, c'est ça, de nouvelles structures? En tout cas, nous, on voit depuis 4 ans, depuis que je suis à la Chambre, on a à peu près 10% de nouveaux adhérents chaque année. On est sur cette tendance qui ne se dément pas. C'est vraiment une dynamique qui est structurante. Et du coup, on sait que ces nouveaux acteurs vont venir renforcer les acteurs du conseil en gestion de patrimoine. Et ça, c'est très bien parce qu'il y a différents, comme je vous le disais, il y a différents types de structures. Donc, un des enjeux, c'est la consolidation du secteur. C'est pas forcément la consolidation, c'est de voir jusqu'où cette consolidation va amener l'écosystème régulé des conseillers en gestion de patrimoine. Ça, c'est un point qui est intéressant. Un autre point qui est intéressant, c'est tous les travaux qui sont en train d'être faits à l'heure actuelle au niveau de l'Europe et puis aussi au niveau français sur les aspects durabilité. Donc, vous ne pouvez plus ouvrir un magazine, une page d'information sur Internet consacrée à l'univers de la gestion de patrimoine sans tomber sur ces sujets. Donc, nous, Mais on voit d'ailleurs des conseillers en gestion de patrimoine spécialisés là-dedans. Alors, comment est-ce qu'on voit ça quand on est là dans le secteur depuis 20 ans et que du coup, on n'a pas cette spécialisation? Écoutez, en fait, c'est très bien d'être spécialisé sur cette thématique. Après, les autres adhérents, en tout cas ceux qui ne le seraient pas, pourraient demain le devenir. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au niveau des autorités, existe une vraie réflexion structurante pour que les conseillers en gestion de patrimoine soient formés. C'est pour ça qu'on a lancé une formation avec l'AMF sur les enjeux de la finance durable. Et puis aussi, on a la réglementation qui entre en application. On a réussi à travailler avec l'AMF pour que ce qui concerne les enjeux de durabilité rentre en application au 1er janvier 2023 et pas forcément au mois d'août parce que tous les acteurs, les partenaires notamment, n'étaient pas forcément prêts. Bien sûr. Et puis en interne, on va aussi travailler pour mettre à la disposition de nos adhérents des outils dédiés à une meilleure prise en compte des critères ESG notamment. On a lancé une commission et on finira là-dessus. Voilà, sur les aspects de la finance durable et puis aussi on a une de nos adhérentes qui fait désormais partie du comité label ISR. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler un petit peu les enjeux du secteur actuellement. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et quant à nous, on se retrouve très vite demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.